sera enregistré. Voilà, je viens de lancer l'enregistrement. Et donc, l'enregistrement sera disponible par la suite sur le site du pôle, comme c'est le cas déjà pour les 2 précédents webinaires. Avant de commencer, juste un petit regard au programme. Donc, on a abordé en décembre et en janvier la question de la participation des étudiants à distance. Aujourd'hui, on va plutôt parler des travaux pratiques. La date du prochain webinaire est fixée au lundi 8 mars et la thématique sera favoriser les interactions avec les étudiants à distance, avec un enseignant d'un cours de botanique à Jean Blou Agrobiotech et une enseignante en langue, en anglais et espagnol, à la Haute École Albert Jacquard. Pour les rendez-vous d'avril et de mai, on abordera la question de l'évaluation en avril et de l'enseignement inclusif au mois de mai. Nous sommes toujours à la recherche éventuellement d'enseignants souhaitant partager leur expérience. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à partager par rapport à ces thématiques, n'hésitez pas à me contacter par mail pour éventuellement en discuter avec moi. Au menu aujourd'hui, donc organiser des travaux pratiques à distance. Karine Hansen va commencer, donc elle enseigne à la HEPN en catégorie agronomique et elle présentera son utilisation d'un cahier de laboratoire en ligne dans le cadre des laboratoires d'analyse instrumentale, donc ce sont des laboratoires de chimie, avec des étudiants de bloc 2 et de bloc 3 agronomie. Donc ici, vraiment, elle va présenter comment elle a fait travailler ses étudiants en chimie d'un point de vue pratique, en tout cas en lien avec les labos. Et puis, dans un deuxième temps, dans une toute autre discipline, Nathalie Cavalier de la Haute École Albert Jacquard fera part, elle, de la manière dont elle a revu ses supports de cours et mis en place des travaux pratiques d'art plastique à distance avec des étudiants de bloc 1, instituteurs préscolaires. À la suite de chacun de ces partages de pratiques, il y aura un temps de questions-réponses et d'échanges par rapport au témoignage qui sera prévu. On vous invite pour ça à poser vos questions dans le chat. Et donc, vous avez en fait un petit outil Converser que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Et Catherine Collot, comme elle l'a déjà très bien fait lors des 2 précédents webinaires, va jouer de nouveau le rôle de modérateur de ce chat, prendre note des questions et elle les posera aux 2 intervenantes après leur témoignage. Il me reste bien à remercier, vous remercier d'être présent. Merci également aux membres du groupe de travail qui sont des membres de différents établissements qui ont travaillé et qui continuent de travailler avec moi à la préparation des différents webinaires Tips et Astuces. Et puis, un grand merci aux 2 intervenantes du jour. Et donc maintenant, je vais laisser la place à Karine Hansen. Voilà, Karine, tu peux rallumer, voilà, caméra, micro, c'est fait, et partager ton écran. Voilà, normalement, ça devrait être OK. Voilà, bonjour à tous. Mais moi, je vais vous parler de comment j'ai essayé d'organiser des travaux pratiques d'analyse instrumentale à distance. Donc, j'enseigne à la Haute École de la province de Namur en catégorie agronomique pour des étudiants de bloc 2 et bloc 3. Au moment de l'annonce du confinement, il me restait des labos à donner en bloc 2. Et je pense que, comme tout le monde, on a eu la nouvelle vraiment officielle le 13 au soir. Et nous demandant en tout cas d'assurer les cours selon l'horaire établi à partir du lundi matin. Et moi, peut-être pas de chance, mais j'avais des labos d'analyse instrumentale dès le lundi matin. Et donc là, je me suis demandé tout le week-end comment j'allais faire pour leur faire des expériences à distance. C'était impossible pour moi de leur demander de manipuler dans leur cuisine. De l'instrumental, ça nécessite évidemment des appareillages. Donc, je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. J'ai envisagé des vidéos, mais ça ne me convenait pas. J'ai essayé de trouver des solutions et donc, dans ce qui me paraissait pouvoir convenir, c'était notamment les simulations.
Donc, il existe pas mal d'outils de simulation et je savais que j'avais aussi à ma disposition, au cas où, des données expérimentales des années précédentes. Et donc, la première chose que j'ai mis en place, c'est l'utilisation d'un outil de simulation qui est Copex Chimie, qui permet le dosage par spectrophotométrie d'un colorant. Donc, les étudiants devaient écrire le protocole, ce qui était intéressant du coup parce qu'ils devaient vraiment établir toute la structure et voir, essayer d'imaginer comment ils feraient s'ils étaient face à l'appareillage. Ensuite, ils simulaient les résultats. Donc, à partir des solutions qu'ils avaient préparées, ils demandaient au programme de simuler les résultats. Ils obtenaient des résultats, ils pouvaient calculer et faire un rapport. Donc, ça m'avait semblé fort intéressant. Et donc, on a fait ça pour la première semaine. Le problème, c'est que dans Copex, il n'existe qu'une seule manipulation qui est celle-là. Donc, ça m'a bien dépanné la première semaine, mais il fallait que je trouve d'autres choses pour les semaines suivantes. Ça a quand même été pour moi l'occasion en fait de prendre contact avec l'équipe de Grenoble. Donc, Copex est développé par l'Université de Grenoble et eux m'ont tout de suite proposé un autre outil qui est le Labenbook. Alors, Labenbook, c'est un cahier numérique partagé entre les étudiants. Donc, on peut créer des équipes. Je vous montrerai l'interface et comment ça fonctionne. On peut créer des équipes de plusieurs étudiants. C'est partagé évidemment entre eux et avec le professeur. C'est un cahier qui est issu de la recherche didactique en sciences fondamentales. À Grenoble, l'équipe est formée par des physiciens, des chimistes, un informaticien. Et donc, ils ont conçu ce cahier numérique pour des TP classiques, mais aussi évidemment pour tout ce qui est TP par investigation, approche par projet, approche par problème. Et donc, c'est plutôt vers là, je pense qu'il voudrait aller, vers de l'hybride entre un outil virtuel et du présentiel. Et je vais y revenir, évidemment, nous, le présentiel, on oubliait. J'ai mis ça en place en parallèle d'une classe virtuelle. Donc, à la haute école, on utilise Big Blue Button, ce qui me permettait en fait de garder le lien avec mes étudiants, un contact oral, de pouvoir les accueillir quand ils arrivaient au labo, un peu comme si on était dans un labo normal, et de pouvoir revenir prendre la parole, aussi parfois leur signaler que je leur avais envoyé un message ou que j'avais fait des corrections et qu'ils pouvaient aller les voir. Donc ça m'a semblé quand même important aussi de pouvoir le faire. Alors, au niveau de la philosophie de Labenbook, dans une démarche classique de laboratoire, on va réaliser l'expérience, collecter des données, traiter les données, interpréter les résultats, diffuser les résultats. En général, c'est ce qu'on fait pour un TP classique. Si on va plutôt dans les pédagogies plus actives et principalement dans l'investigation, on va soit définir le problème, soit demander à l'étudiant de définir le problème. Ensuite, de proposer des hypothèses, de concevoir l'expérience et puis de rentrer dans cette démarche classique, évidemment avec un processus qui peut être itératif. On peut revenir en arrière, on peut refaire certaines étapes. Pour chacune de ces étapes, Labenbook propose des outils. Et donc, tout de suite, on voit qu'on n'a quand même pas non plus beaucoup d'outils, ce qui est facile puisqu'on a vite pris en main l'ensemble. On va travailler principalement avec 4 outils, ce qu'on appelle des labdocs. Donc, on a un labdoc texte, on a le labdoc protocole, on a un labdoc pour des dessins et on a un labdoc pour des données. Et donc, on va pouvoir utiliser ces différents labdocs dans les différentes parties de l'expérience pour pouvoir justement, que ce soit proposer des hypothèses ou bien rédiger le protocole, interpréter les résultats et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé avec les étudiants par une mission découverte. Donc, sur le site de Labenbook, il existe une mission découverte qui permet de prendre en main chacun des 4 outils. Et puis, il fallait se lancer. Donc, j'ai créé 4 missions différentes pour les 4 semaines suivantes, avec chaque fois l'utilisation de plus en plus d'outils pour arriver finalement à l'examen. Donc, l'examen de première et deuxième session, les 2 examens ont eu lieu sur cette plateforme. Alors, je ne vais pas vous détailler les 4 missions que j'ai créées, juste un peu pour vous montrer. Donc, la première, c'était la détermination du PK. En fait, là, je n'avais demandé aucune préparation aux étudiants.
sont arrivés le matin sans trop savoir. Ils avaient eu la mission découverte, ils connaissaient la plateforme, mais ils ne savaient pas ce qu'ils venaient faire comme manipulation. Je leur ai demandé donc de concevoir l'expérience et ça me permettait en fait de faire de manière synchrone et de voir leur rapport, voir se construire toute leur réflexion sur la préparation d'un laboratoire. Or, en temps normal, la préparation, ils la font à la maison et donc je savais que pour ce TP-là, que j'avais déjà donné, ils rencontraient encore bien des difficultés parce qu'ils doivent mettre en pratique des notions qu'ils ont vues en premier bac. Et donc, ça leur semble souvent loin. Et donc, je savais qu'ils trouvaient toujours que c'était assez difficile. Donc, le fait de pouvoir les voir de manière synchrone, pour moi, c'était intéressant de voir un peu où ça coinçait et de pouvoir les aider au fur et à mesure. Évidemment, impossible de réaliser l'expérience. Donc, ce que j'ai fait, c'est utiliser des données d'une année antérieure. Donc, je leur ai donné ces valeurs qui étaient différentes en fonction des groupes. Donc, j'avais créé plusieurs missions. Ensuite, ils devaient traiter ces données, interpréter les résultats et me rédiger le rapport. On voit aussi qu'on avait déjà utilisé toutes les possibilités, sauf les schémas, les dessins, mais donc de manière relativement simple. Ensuite, on a refait la même chose pour une autre mission où là, en fait, le but, c'était plutôt à partir de nouveau des données, de traiter ces données et puis de prévoir une expérience annexe et de là proposer des hypothèses, confronter leurs hypothèses et pouvoir de nouveau, soit tout de suite rédiger, soit de nouveau, de manière itérative, recommencer donc des nouvelles hypothèses pour arriver à la solution. Ce qui permettait du coup de créer des expériences annexes et d'aller vers des choses qui posent plus de problèmes, donc comme les ajouts dosés, où ça demande plus de réflexion et de pouvoir voir comment justement ils réfléchissaient par rapport à ça. Au niveau de l'examen, c'était pareil, donc sauf que là, ils devaient définir le problème. Et là, ma volonté, c'était de simuler les résultats un peu comme ceux qu'ils avaient eu dans COPEX. Donc, ce que j'ai fait, c'est utiliser Excel. Et moi, je m'étais créé un petit fichier simulateur qui me permettait d'envoyer aux étudiants, sur base de l'expérience qu'ils avaient conçue, les résultats qu'ils auraient obtenus à l'appareillage. Et donc, pour eux, de voir de nouveau si c'était OK ou pas, de reproposer des hypothèses si ce n'était pas le cas pour arriver à la fin. Alors, tout de suite, je dis quand même que le fait d'utiliser des simulations, c'est bien si ce sont des petits groupes, puisque moi, j'étais de l'autre côté, je devais vite simuler, réenvoyer et ainsi de suite. Donc, les étudiants ont dû attendre. Mais c'est le cas déjà quand ils sont au labo par rapport à ces techniques-là. Bien souvent, en spectrophotométrie, on doit développer des colorations, donc ils doivent attendre. Ça nécessitait aussi pour eux de s'organiser pour justement ne pas m'interpeller toutes les 3 minutes, ni 10 fois, mais bien d'avoir centralisé là où ils avaient besoin de mon aide, puisque moi, je devais répondre aux différents étudiants. En général, à l'examen, j'avais des groupes de 12 étudiants. Alors, si je vous montre par rapport à la plateforme, donc, je vais vous montrer le site de l'Abenbook. Alors, pour le site de l'Abenbook, voilà, ça ne va jamais comme on a envie. Donc, dans le site, voilà, là, donc on arrive sur le site de l'Abenbook. Dans l'Abenbook, vous avez plusieurs missions. Donc, ici, ce sont mes missions personnelles, mais vous avez aussi des missions qui sont publiques. Donc, dans un premier temps, ce qui permet aussi d'aller voir un peu ce qui s'est fait, ce que les autres ont partagé. Il y a des missions physiques, il y a des missions plutôt en bio, il y a des missions dans différents domaines. Et donc, de pouvoir peut-être démarrer, il est possible de copier les différentes missions et de pouvoir de là les organiser. Alors, si je prends une mission test, donc, cette mission-là, en fait, c'est pour vous montrer, voilà, quand on arrive, ce qu'on a, eh bien, on n'a pas grand-chose. Donc, vous allez devoir
indiquer le code et ainsi de suite. Et puis, à partir de là, vous devez tout rédiger. Donc, le texte de présentation, il est possible d'ajouter des ressources, il est possible d'ajouter des fichiers, que ce soit pour les consignes, que ce soit des liens que les étudiants peuvent aller consulter. Et puis, vous devez structurer le rapport. Donc, on ajoute les différentes parties du rapport pour que l'étudiant reçoive ça. Alors, si je prends une autre mission pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté, je pense que je vais prendre ça. Donc ça, c'est une mission que moi, j'avais créée. Donc, on retrouve la détermination du pKa. Et donc, pour chaque partie, l'étudiant a des consignes. Et pour chaque partie, vous définissez aussi quel labdoc ils peuvent ajouter. Donc ici, l'étudiant pouvait ajouter un labdoc protocole. Dans la première partie, l'étudiant pouvait ajouter un labdoc de données. Il pouvait ajouter des dessins. Il pouvait ajouter de texte et de données. Et donc là, je rédige toutes les consignes pour que l'étudiant sache ce qu'il doit faire pour chacune des parties du rapport. Alors, ils étaient répartis par binôme et donc ils peuvent compléter ensemble. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas compléter le même labdoc en même temps. Donc ça, c'est pas possible. Alors, si maintenant je vous montre plutôt côté rapport, donc vous avez les missions, vous avez toutes vos classes et puis vous avez les rapports. Alors, si je regarde aujourd'hui, donc aujourd'hui j'en ai refait une, et donc en fait on voit, on voit qu'ils sont encore au travail. Donc ils ont une mission jusqu'à 14 heures, et donc on voit, en fonction de la couleur, on voit que les étudiants sont encore au travail, et il est possible d'aller consulter, alors on va peut-être pas aller consulter leur rapport aujourd'hui, mais il est possible d'aller consulter les rapports des différents étudiants. Alors, si on va regarder dans un rapport, première chose, et ça c'est intéressant aussi, c'est ce petit outil ici qui vous donne en fait, pour chacun des rapports, on a le temps de connexion. Alors attention que c'est le temps de connexion total des étudiants, parce qu'ils étaient deux, et on a le temps d'écriture. Donc, le logiciel regarde le temps et donc, en fait, il mesure toutes les X secondes et il voit s'il y a une modification ou pas. Donc, on voit déjà qu'ils sont beaucoup plus connectés, évidemment, que ce qu'ils écrivent. On voit la participation de chacun des étudiants et la répartition, tout en n'ayant pas le nom de l'étudiant. Donc, on ne sait pas dire qui est Camille et qui est Igor, mais on voit que ils n'ont pas nécessairement fait tout le temps la même chose. Ils ont été connectés à peu près de la même façon. Il y en a un qui écrit plus que l'autre. Et donc, ça permet aussi, notamment pour les préparations et ainsi de suite, de voir le temps qu'ils ont mis et de se rendre compte parfois du temps que les groupes peuvent mettre pour effectuer une tâche ou l'autre, ce qui permet de pouvoir voir si au niveau organisation, il n'y a pas moyen de les aider, s'il n'y a pas moyen de leur dire que parfois, ils mettent beaucoup plus de temps que les autres et que donc, il faut revoir cette organisation. Alors, si je vais voir leur rapport, je vais vous montrer, donc, on est toujours dans la même chose, hein. C'est le même depuis le début. Donc là, on a les différents fichiers qu'ils ont ajoutés. Donc, voilà, style de un fichier ou l'autre avec ce qu'ils ont ajouté. Et alors, on voit aussi que c'est surligné. Là où c'est surligné, c'est des commentaires que moi, j'ai ajoutés. Donc, en fait, on a différentes possibilités. Alors, il y avait 4 couleurs. Donc, en général, quand c'était pas bon, je mettais du rouge. Quand c'est à revoir. Quand c'était OK, c'était plutôt du bleu. Et alors, surtout les titres, c'était chaque fois du vert, c'était chaque fois la même couleur pour leur dire que ça, c'était de manière globale ce que j'en pensais. Donc, ça, c'est une des possibilités pour pouvoir donner un retour à l'étudiant sur ce qu'il fait de manière synchrone. Donc, eux peuvent le voir à condition de rafraîchir la page. Ensuite, ils devaient utiliser l'outil protocole, voilà un peu, doivent structurer en étapes et en différentes actions. Et donc, ils doivent structurer les différentes parties du TP. Ensuite, ils récupéraient le jeu de données
Et de là, ils pouvaient tracer des graphiques pour pouvoir répondre aux différentes questions que je posais dans les points suivants. Donc, j'avais posé différentes questions où je demandais de répondre. Je pense que là, par exemple, sur ce qu'était le poids isobestique et des choses comme ça. Et donc, à partir de là, ils pouvaient exploiter leurs données. Donc, ça, c'était l'année passée. Cette année, évidemment, nous, en tout cas, on est revenu en présentiel pour les labos. Mais je trouvais que ça permettait d'utiliser la Benbook, ça permettait quand même de réfléchir, ça permettait de voir pas mal de choses. Et donc, je l'ai utilisé aussi cette année, mais en lien cette fois-ci avec la pratique. Et donc, histoire de voir aussi qu'ils ne se connectent pas toujours 14 heures pour les TP. Hein. C'était les premiers TP, ça prenait du temps. Ici, vous voyez que le temps de connexion, 4 heures de connexion pour en fait préparer le rapport. C'était la partie avant de venir au labo et puis la partie après rédaction de rapport. Et là, c'était de manière personnelle. Hein. Chaque étudiant devait rédiger son propre rapport. Et alors là, ce que je voulais vous montrer, c'était l'outil plutôt de données. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, on a ici la cotation. Ensuite, on avait l'utilisation des différents LabDoc. Pareil, elle réalise un protocole, elle met comment elle va faire les différentes étapes et donc la possibilité d'avoir cet outil de répétition. Et puis alors, dans les données, voilà. Alors, ce que je trouve qui est très chouette, les étudiants trouvent un peu moins, c'est que par rapport à Excel, donc en analyse instrumentale, on fait régulièrement, si pas presque toujours, des droites. Et donc, ils doivent coller des droites de régression. Alors, dans Excel, ça se fait automatiquement et ils perdent parfois de vue le sens, vraiment, la signification de cette droite et du R carré, coefficient de corrélation et des choses comme ça. Ici, ils doivent eux-mêmes déterminer l'équation de la droite pour obtenir un sigma le plus petit possible. Et donc, ils réutilisaient cet outil dans lequel on crée une colonne supplémentaire pour déterminer la pente. Et donc là, ils devaient faire tout de manière plus manuelle. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ils doivent réfléchir. Donc ici, c'est exactement la justification de comment elle obtient la droite de régression, comment elle obtient l'ordonnée à l'origine et ainsi de suite pour pouvoir faire ces calculs. Et donc, c'est là où je trouve qu'on a un peu plus sur la réflexion et où il y a moyen d'interagir avec eux de manière synchrone ou asynchrone. Ils peuvent aussi y revenir et donc on les voit progresser. Donc, voilà l'outil que j'ai utilisé pendant le confinement et donc que je continue à utiliser ici pour que les étudiants puissent continuer à les utiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karine. Très intéressante utilisation de cet outil pour ces laboratoires de chimie. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat pour le moment, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Catherine est là pour les partager. Karine, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran. Oui, je cherche que... Ah, voilà, non? Est-ce que c'est bon? Il a arrêté? Oui, c'est bon. Merci. Alors, moi, puisque je devais prendre les questions qu'il n'y en a pas, je vais me faire plaisir et poser mes questions. D'abord, merci Karine, c'était vraiment super intéressant et tu penses bien que la fibre chimiste a vibré pendant ta présentation. J'ai une petite question par rapport à tes protocoles. Donc, si j'ai bien compris, au premier labo, tu leur as demandé de venir un petit peu sans rien préparer et puis ils devaient imaginer leur manipulation. Comment tu gérais pour les étudiants qui n'arrivaient pas à mettre au point leur protocole en fait? Est-ce qu'à la fin, tu leur donnes des indications? Est-ce qu'il y a une correction type? Oui, en fait, donc je l'ai refait ce matin. Donc ce matin, et c'était exactement ce labo-là ce matin. Donc en fait, je les mets d'un côté au travail, ils réfléchissent. Ce matin, j'avais
modifier un peu, j'avais posé des questions de théorie, ils doivent aller chercher sur Internet. Et puis alors, je les reprends en classe virtuelle. Donc, c'est là où je disais que l'outil d'avoir une classe virtuelle à côté, je trouve que c'est bien. Un peu comme on peut les rassembler devant un tableau quand on est au labo, de dire, OK, voilà, je vois que vous êtes tous en train de patauger. OK, hop, on revient au tableau et donc là, je peux réexpliquer. Et donc, je fonctionne de la même façon. Donc, je les mets au travail. Moi, je passe de rapport en rapport. Je regarde un peu comment ça avance, quels sont les problèmes. J'interagis avec eux en leur envoyant un message. Donc, sur la Benbook, je n'ai pas montré, mais il y a une messagerie. Donc, il y a moyen de leur envoyer des messages par là. Donc, quand c'est ponctuel, j'envoyais un petit message en disant ah ben non, là, ça ne va pas, ou bien attention, tu dois m'indiquer ça ou ça. Et puis alors, quand je vois que soit ça n'avance pas, quand ils pataugent vraiment tous ou tous au même endroit, alors je fais un retour en classe virtuelle pour qu'on puisse réexpliquer et que là, chacun puisse intervenir aussi et vraiment garder aussi cet effet de groupe, ce qui était fort important et ce qui reste important, je pense. Mais c'est clair qu'au premier confinement, ils se sentaient un peu tous isolés et le fait d'avoir une classe d'accueil, une classe où on pouvait interagir et interagir à l'oral plutôt que juste envoyer des emails, c'était fort, fort important. Et par rapport, tu leur fais faire un protocole et puis tu leur fournis, enfin tu simules des résultats que tu leur donnes. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où ils t'inventent des protocoles et où tu ne peux pas simuler les résultats? Ça, c'était pour l'examen. Donc, en fait, pendant les 4 premiers, j'avais des jeux de données. Donc, heureusement que j'avais des résultats des années antérieures pour les faire travailler. Et c'est vrai que pour l'examen, j'avais envie qu'ils puissent vraiment être comme sur l'appareil et qu'ils puissent me donner les infos de ce qu'ils feraient et de ce qu'ils récupèrent. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait simulé. Donc, moi, j'avais quand même fait les manipulations et j'avais essayé de réfléchir à l'une ou l'autre chose, mais on n'imagine pas tout. Et donc, c'est vrai que ça m'est arrivé en deuxième session. Et en deuxième session, on les avait réunis. Donc, ils étaient tous avec un ordinateur, mais dans la même classe, en présentiel. Et plutôt que d'avoir une classe virtuelle, puisqu'on pouvait le faire. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, oups, qu'est-ce que je fais? Parce que ça, je n'ai pas imaginé qu'ils pourraient faire. Donc ça, c'est vrai, ça peut arriver. Et alors, c'est vrai, j'ai dit tout de suite, ça ne peut être envisageable que pour des petits groupes, sauf si on a, et ça, c'est ce que je voudrais bien encore avoir derrière, c'est de pouvoir intégrer cet outil de simulation et que ça se fasse automatiquement comme dans Copex. Et quand il y a un humain de l'autre côté, on n'a que 2 mains et c'est vrai que ça prenait du temps. Et c'est vrai qu'on se rend compte parfois qu'on n'a pas tout imaginé. Mais en général, voilà, ça tournait bien et à condition qu'ils réfléchissent. Et eux, ils apprécient aussi quand même de pouvoir aussi avoir quelque chose qui dit s'ils sont dans le bon ou pas dans le bon. Je trouvais que c'était intéressant. Ça mettait aussi la possibilité vraiment de retravailler toutes les compétences qu'on avait vues au niveau de la compréhension, parce que donc c'était sur une manipulation qu'ils n'avaient pas faite, évidemment, pas vue, puisque mon but, c'était pas qu'ils fassent un copier-coller de ce qu'ils avaient fait pendant l'année. Ah non, c'est super intéressant. Et j'ai une toute dernière question par rapport à ça. En fait, quand ils font leur manipulation, là, ils peuvent faire un protocole, tu leur fournis des données, ils doivent les analyser, etc. Mais ils n'ont jamais le visu de l'appareil. Et je me fais l'avocat du diable parce que je sais qu'il y a certains enseignants qui pensent que si on ne manipule pas l'appareillage, en fait, on ne saura pas le faire. Tu as prévu de leur montrer des vidéos pour montrer vraiment c'est quoi l'appareillage ou pas? Ok, alors en fait, la facilité qu'on avait l'année passée, c'est qu'on avait quand même démarré en présentiel. Et donc, je savais qu'ils avaient, alors bon, on tourne, mais ils avaient tous vu, en tout cas, une grosse partie des appareils, au moins une fois. Et donc, ils savaient ce que c'était, puis c'est en lien avec le cours théorique. Et donc, là aussi, c'est vrai que de temps en temps, ils ont eu des petites vidéos. Il y a des choses aussi, il y a une des missions que j'avais créée où ils devaient aller voir des vidéos et aussi critiquer un peu en disant, tiens, ils font pas, il y avait certaines choses qu'ils ne faisaient pas, je vais dire bien, ou en tout cas pas comme nous, on leur avait appris au niveau
même pour préparer des solutions et des choses comme ça. Et donc là, ils devaient critiquer. Donc oui, c'est possible, évidemment, dans les liens, de mettre des vidéos pour qu'ils se rendent compte. C'est certain que demander à un étudiant une simulation sur une chromatographie liquide alors qu'il n'en a jamais vu et jamais fait, alors non, là, ça n'a pas beaucoup de sens. Évidemment, c'est en lien avec ceux qu'ils avaient déjà vus au labo. Et je pense qu'en effet, rien ne remplace la pratique. Ça, c'est sûr aussi. C'est mieux quand on peut pratiquer, quand on peut l'utiliser, mais on s'est quand même rendu compte que ces outils de simulation, et cette année, on a refait ça aussi, par exemple, pour de l'HPLC, on ne sait pas tout simuler, on ne sait pas tout faire quand on est en présentiel. On ne sait pas chipoter à tout et voir un peu comment, quand on modifie les paramètres, comment on obtient des résultats différents. Et donc là, les outils de simulation peuvent aider. Et donc, de nouveau, avec les troisièmes, ce que j'ai fait, c'est combiner un outil de simulation avec le Labenbook parce que dans Labenbook, je savais voir, ils pouvaient faire un copier-coller des résultats qu'ils avaient et je savais avoir un suivi vraiment au niveau comme un cahier de labo. Oui, non, c'est super intéressant. Et en t'entendant parler, j'imaginais pour les répétants, quelquefois on n'a pas des places dans les laboratoires parce qu'ils sont trop nombreux. Ça pourrait être vraiment aussi quelque chose qui apporterait une solution justement pour ces étudiants qui n'ont plus la possibilité de faire des manipulations, mais qui ne sont pas encore au point dans les manipulations. Ça pourrait être intéressant de creuser aussi dans ce coin-là. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant et ça a l'air passionnant en tout cas. Merci. C'est passionnant. Clairement, ça prend du temps parce qu'il faut créer l'émission. Maintenant, quand elles sont créées, elles sont créées. Moi, j'ai quand même appris hier à 4h30 que ce serait bien que le labo de ce matin soit à distance parce que voilà, on avait des étudiants écartés et que pour être sûr, on avait une minorité dans le groupe, mais je trouvais que c'était un peu dommage de les priver d'un labo. Voilà, j'ai réadapté une mission de l'année passée. Donc ça va vite. C'est vrai que quand il faut les créer, chaque semaine, je passais mon temps à créer vite la mission de la semaine suivante. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais j'utilisais des missions, enfin, ou en tout cas des labos que j'avais déjà donnés. Donc, le temps de restructurer, le temps de se faire la main, mais après, c'est vrai que ça va relativement vite. Et pour eux, voilà, je pense qu'en tout cas, ça a permis de garder le contact, ça a permis de faire un examen, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas pu évaluer. Et là, on se posait d'autres questions de comment on allait faire. Et donc, voilà, moi, je pense que, en tout cas, moi, ça m'aura bien dépanné. Et ce que je veux encore dire, c'est qu'au niveau de l'équipe de Grenoble, et ça, c'est vraiment chouette aussi. C'est des gens qui sont forts à l'écoute, c'est des gens qui sont hyper disponibles. Et donc, quand on a le moindre souci, ils donnent des infos, ils répondent par email. Moi, le jour des examens, par exemple, ils avaient créé une discussion sur la Benbook. Et comme ça, je n'avais plus que directement dans la Benbook à envoyer un mail en disant « Oups, au secours, ça ne fonctionne pas ». Et donc, vraiment, on a beaucoup d'interactions avec l'équipe et ça, c'est vraiment très chouette aussi. Je pense que l'année passée, on avait besoin de ça, on avait besoin de soutien, donc c'est bien tombé. Les enseignants aussi, je te confirme. Oui, oui. Merci beaucoup, Karine, encore, et merci, Catherine. Je vous propose qu'on laisse maintenant la parole à notre deuxième intervenante, Nathalie Cavalier. Voilà, Nathalie, si tu peux partager ton écran et attends, parce que là, je sais, on n'a pas le son. Il faut que tu réactives le son, Nathalie. Voilà, là, à mon avis, on va t'entendre. Oui. Voilà, parfait. Ok. Alors, voilà, je vais repousser ça un petit peu. Voilà, j'ai bien écouté ce que Karine avait présenté. Du coup, j'ai quand même ajouté aussi le Moodle que je n'avais pas intégré dans ma présentation, en me disant qu'effectivement, j'utilise les supports de la haute école et j'en avais pas vraiment parlé. Je vais essayer de bouger ça. Voilà, hop, mon gros texte. Je ne sais pas comment on voit quoi. Voilà, je pense que comme ça va? Oh, ça se déplace tout seul. Enfin bref. C'est parfait, Nathalie, on voit très bien. Oui, ça va.
Alors, la situation pour moi, c'est le cours d'éducation plastique pour des étudiants futurs instituts préscolaires de première année au Q1. C'est une situation que, contrairement à Karine, je n'ai pas connue l'année dernière, puisque c'est un cours qui est dispensé au Q1. Au Q2, ça n'est pas moi qui ai les étudiants de première. Donc, forcément, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de me poser des questions sur la façon dont l'année 2020-2021 allait s'articuler. Parce que, bien entendu, je n'ai jamais non plus imaginé qu'on allait encore être dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et du coup, la rentrée, ça s'est quand même passé en présentiel dans des classes qui avaient été réaménagées, c'est-à-dire qu'on avait enlevé des murs pour pouvoir accueillir les étudiants. Et la première et la troisième semaine, donc le 18 septembre et le 28 septembre, j'ai rencontré tous les étudiants, donc qui à ce moment-là étaient entre 75 et 80. Je les ai tous rencontrés en présentiel. Les premiers cours se sont donnés en présentiel. Le matériel à utiliser, il l'avait déjà acquis. Donc, voilà, ça a quand même bien simplifié les choses. Et puis, à partir de la 4e semaine, là, on nous a annoncé le distanciel. On a quand même réfléchi avec ma directrice, avec Christine Cobu, avec l'horairiste. On a quand même essayé d'envisager des solutions parce que mes collègues de psychomotricité et musique, eux, ils voulaient vraiment quand même pouvoir continuer du présentiel. Et du coup, il a fallu exploser les classes de première. Ils les avaient en tout petits groupes et ça convenait bien. Ils pouvaient mettre leurs cours en parallèle. Donc, quand un petit groupe avait psychomotricité, l'autre petit groupe avait éducation musicale. Moi, évidemment, je suis la 5e roue de la charrette. Troisième, c'est un très mauvais chiffre, 3. Et du coup, c'était pour moi pas possible d'être en alternance. Et je ne pense pas que j'y tenais tellement parce que les 2 premières séances en présentiel, ça a été compliqué. Réaliser, puisque mon cours est vraiment un cours pratique, qu'en première, on doit leur faire expérimenter toutes les techniques plastiques qu'ils peuvent utiliser avec des enfants de maternelle. C'est quasiment impossible de rester à sa place. Il faut pouvoir aller chercher de l'eau, il faut changer son matériel, il faut nettoyer ses pinceaux. La consigne était qu'on devait rester vissé sur une chaise. Donc, entre 35 et 40 étudiants vissés sur une chaise, même si c'est dans 2 classes, c'est quand même difficile à gérer. Et même pour moi, normalement, à chaque fois, je réalise les activités avec eux, en même temps qu'eux, et comme ça, on peut comparer aussi nos résultats. Là, c'était franchement difficile et même pour leur parler, j'étais obligée de rester au milieu de la classe pour qu'ils puissent tous m'entendre. Enfin, franchement, c'est en présentiel, je me rendais compte que ça allait être compliqué. À distance, c'est clair que pour mes collègues psychomotes et éducation musicale, c'était encore plus compliqué pour eux. Et du coup, moi, j'ai opté pour distanciel, acceptation totale du distanciel, en accord avec mes étudiants. On en avait quand même discuté. Et du coup, voilà, le contexte, éducation plastique disparaît à partir du 9 octobre des salles de classe. Je vais essayer de passer. Ah, voilà. Je suis passée à la suivante. Le mode de fonctionnement, c'était vraiment l'utilisation de tous les outils proposés par les plateformes de l'ULG, de l'HEAJ. Donc, Zimbra pour pouvoir envoyer en une seule fois à tous les étudiants les demandes de matériel. Donc ils recevaient un message avec la liste du matériel qu'ils devaient préparer pour le jour du cours en distanciel. Le jour du cours en distanciel, voilà, la démarche pratique, je l'ai construite en amont, tout est prêt et je n'ai plus vraiment qu'à la faire vivre aux étudiants.
Donc voilà, là, il y avait un petit échantillon de toutes les techniques qu'on a vécues ensemble. C'était vraiment du pratico-pratique, donc voilà. Ils voyaient sur leur écran l'image qui s'affichait. L'image qui s'affichait, ben dans ce cas-ci, c'est une boîte en carton avec une feuille de papier dessin, des encres à dessiner de 2 couleurs primaires et des billes en verre. Donc là, l'image, ils la voient, c'est complété par mes explications. Je vois que j'ai sauté une photo parce que normalement, enfin là, vous voyez que l'encre est déjà répartie sur les bords de la feuille de papier dessin. Normalement, elle ne devrait pas l'être. Normalement, la première image, on ne voit que le matériel dans la boîte. La demande là, les étudiants, comme s'ils étaient en classe, doivent vraiment manipuler comme ils feraient manipuler la boîte aux enfants. Sauf que pour les enfants de préscolaire, là, je vais rassurer Nathalie tout de suite. Pour les tout petits, on ne leur met pas tout de suite l'encre dans la boîte. Ils doivent d'abord manipuler les billes et puis une fois qu'on est certain que les billes ne vont pas sauter sauvagement sur les vêtements avec l'encre à dessiner, à ce moment-là, on leur met l'encre à dessiner. Mais donc là, il y a vraiment une maîtrise en psychomotricité qui est déjà exercée par les enfants. Ça paraît léger, mais assez, et vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vous le jure, sur 35 étudiants, au moment où ils manipulent, je leur fais manipuler aussi la boîte avec les billes avant qu'ils mettent l'encre. Et il y en a toujours qui réussissent à faire sauter les billes hors de la boîte. C'est très pratique pour moi. Ça me permet vraiment de leur dire, ben voilà, vous comprenez pourquoi il faut absolument que les enfants puissent manipuler. Donc, à chaque fois, il y a l'expérimentation des étudiants qui sont de l'autre côté de l'écran. Ils sont chez eux, avec le chat qui passe parfois d'ailleurs. C'est assez comique. On va jusqu'au bout de la technique, mais pour pouvoir en retirer les éléments d'apprentissage possibles, donc effectivement de la psychomotricité pour le déplacement des billes, la découverte des mélanges de couleurs. Donc là, c'est vraiment explicité à ce moment-là. Je peux leur poser des questions où il y a des choses que j'explique moi-même, mais il y a un échange. Ils parlent aussi, c'est pas non plus comme si j'avais personne du tout en face de moi. Après ça, et ça c'est le petit document que j'ai ajouté quand j'ai vu que Karine avait mis les supports sur lesquels les étudiants peuvent s'appuyer, je me suis dit: «Ah, moi, j'y ai pas pensé». Effectivement, à ce moment-là, je n'utilise plus les mails, j'utilise la plateforme Moodle. Sur la plateforme Moodle, j'ai mes documents à moi. Voilà l'espace des étudiants, donc c'est le Q1 éducation expression 1. Il faut cliquer là-dedans. Là-dedans, il faut trouver, puisque c'était un petit peu, c'est là qu'on va retrouver le contenu de cours. Et dans les contenus de cours, on a toute la liste de tout. Là, évidemment, maintenant, la liste de tous les documents qui ont été déposés depuis le 9 octobre. Et ce qui nous concernait aujourd'hui, c'était les techniques à l'encre colorée, qui a été donc déposée, celle-là, parce que j'en ai pris une un peu au hasard, le 14 novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il trouve sur ce document? Bien, il faut retrouver, je remets quelques images, d'ailleurs vous voyez que la première image en haut, à gauche, là c'est le matériel mais sans les encres, uniquement les billes et les papiers pour que je puisse leur demander de manipuler la boîte avec les billes avant de mettre l'encre à dessiner. Ils ont le document que j'ai rédigé qui, en temps normal, c'est un document que les étudiants de première peuvent rédiger eux-mêmes. Donc, ils savent ce qui doit s'y trouver, les couleurs utilisées, la matière utilisée, les matériaux, les gestes techniques utilisés. Ils ont les fiches, dans une vie ordinaire, ils ont les fiches, ils peuvent les compléter eux-mêmes. Mais pour être tout à fait honnête, de toute façon, je leur laisse compléter. Je n'ai pas, avec autant d'étudiants, je ne sais pas si c'est autant, mais avec autant de techniques,
je n'ai pas l'opportunité de pouvoir dire à chaque étudiant « remettez-moi votre FART, et certainement pas virtuelle, entière et je vais pouvoir tout contrôler ». Donc, à un moment donné, je leur donne les fiches que j'ai composées moi-même pour qu'ils vérifient si leur prise de notes était correcte et si la rédaction des gestes techniques peut être intégrée dans une préparation d'activité pour une activité en classe de maternelle. Sur ces documents plus théoriques, ils trouvent des références documentaires. Là, je les ai vraiment intégrées tout à fait sur le document. Je ne peux pas me contenter de leur donner une liste de livres en référence, puisqu'ils n'avaient plus accès aux bibliothèques, ni à la bibliothèque de l'école, ni à des bibliothèques publiques, et que je n'ai certainement pas envie qu'ils se contentent d'aller chercher des informations sur Internet. Donc, d'office, cette année, mais je me demande si je ne vais pas garder ce principe-là pour l'avenir aussi, d'office, ils ont des extraits de références documentaires avec le bouquin d'où sont extraits les informations nécessaires à la rédaction de leurs activités. Après, ben, le RCI, hein, c'est un grand une grande découverte de l'année aussi, à travers le référentiel des compétences initiales, mais les étudiants sont censés pouvoir trouver les apprentissages qui correspondent à ce qu'ils viennent de vivre. Le RCI, il est nouveau pour, aussi bien pour nous enseignants que pour les étudiants. Donc là, j'ai encore personnellement volontiers recours à mes collègues psychopédagogues qui sont beaucoup plus performants et qui maîtrisent le RCI déjà de façon beaucoup plus souple que moi. Donc c'est vrai que parfois, ben, même moi, en tant que didacticienne, j'ai parfois besoin d'un coup de main pour pouvoir cibler de la façon la plus correcte les apprentissages dans ce référentiel qui est neuf et surtout dont je ne maîtrise pas la totalité parce qu'il y a en éducation plastique pour les enfants de maternelle, parfois l'apprentissage, il relève vraiment de la psychomotricité et pas de l'éducation plastique. Et du coup, à ce moment-là, ben, moi, ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout, de pouvoir aller pêcher les apprentissages dans d'autres domaines que le mien. Mais voilà, là, je n'ai mis que des apprentissages extraits du RCI qui ne concernent que le domaine artistique, mais bon, ce n'est pas toujours celui-là qui est le principal activé par rapport à un public d'enfants de maternelle. Le fait de leur faire des tas de techniques comme ça, de création de fonds ou de techniques multiples, l'aboutissement de tout ça, c'est quand même qu'à un moment donné, ça va être réinvesti dans des fabrications. Là, c'est la fabrication d'une marotte pour illustrer un chant en éducation musicale, parce que là aussi, pour moi, l'éducation plastique, elle est, je ne vais pas dire au service, mais en tout cas, elle fait partie d'un tout. On ne peut pas dire, j'aime bien le terme éducation artistique, parce que là, on comprend bien qu'on est tous interdépendants les uns les autres et forcément, toutes les techniques que les étudiants vont pouvoir proposer aux enfants de maternelle à travers leurs activités, pour qu'elles aient du sens pour l'enfant, il faut quand même qu'au bout d'un moment, ce soit réinvesti dans un objet, voilà, dans ce cas-ci, une marotte ou un fonds pour la carte de fête des mères ou des choses comme ça. Il faut vraiment que les étudiants soient conscients que tout doit avoir du sens pour les enfants, même si eux, en tant qu'étudiants, ils savent très bien que la marotte n'est qu'une excuse, que ce qui était important, c'était de proposer des techniques qui allaient permettre aux enfants de découvrir que toujours, quand on mélange du bleu cyan et du jaune citron, ben, on va obtenir un vert, une infinité de verts et ainsi de suite pour des tas de possibilités. Ici, on a
On a quelques collègues de chimie, ben, le gros sel sur les encres, pour moi, ça relève d'un apprentissage en sciences. Pour des enfants de maternelle, ben, réellement, il faut pouvoir constater que le gros sel absorbe l'encre et qu'en plus après, le gros sel, il n'est plus là, on l'a retiré. Mais après tout ce gros sel, et c'est en science aussi, on va pouvoir le remettre sur une surface mouillée et il va rejeter tous les pigments qu'il avait absorbés lors de la première création de fond dans cette technique-là. Alors, voilà, là, c'était, petit panel, un petit peu en vrac. J'ai fait des copies d'écran de mes listes, de mes petites suites d'images, proposées lors des cours que j'ai dispensés en pratique. Les étudiants avaient évidemment toujours la possibilité de poser des questions. Sur le Moodle, ils pouvaient aussi réagir et s'ils avaient un doute sur leur réalisation, là, ils pouvaient le déposer leur réalisation, me demander mon avis ou me demander mon avis sur la rédaction d'une fiche. J'ai quand même j'ai gardé les ateliers de formation professionnelle en présentiel. Donc, malgré tout, ça aide quand même parce que finalement, je n'ai quand même jamais perdu complètement le fil avec les étudiants, puisque pour les ateliers de formation professionnelle où là, voilà, on réalise la préparation d'activités qui va permettre d'obtenir cette grenouille qui va illustrer le champ d'éducation musicale. Mais là, je revoyais les étudiants et là aussi, ça permettait des échanges plus faciles. Les étudiants, dans un premier temps, ils étaient assez frileux et en fait, mais ça s'est avéré assez rapidement la meilleure solution. Parce que là, chez eux, ils avaient quand même tout leur matériel, tout était prêt. Et ils pouvaient facilement se lever pour aller nettoyer leurs pinceaux, pour changer de récipient. Et donc, dès le premier cours à distance qu'on a partagé, même s'ils n'avaient pas du tout envie au début et que vraiment ils m'avaient dit: «Oh non, madame Cavalier, ça n'ira jamais, c'est pas possible» et en fait, à la fin de la première séance, tous les étudiants ont dit que: «OK, si c'est comme ça que ça se fait, c'est-à-dire avec évidemment une présentation tout à fait concrète de chaque geste à accomplir», alors ils étaient preneurs et tout à fait enthousiastes. Voilà, je suis en train de regarder, ouais, je pense que j'ai dit à peu près, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Nathalie. Ouais, je ne sais pas comment, par contre, je sors comment je retrouve tout le monde. Ah. Voilà, et vous les voyez, hein, je leur ai quand même montré, puisque là, on en avait parlé, Nathalie, hein, du fait que Oui, leur nom, donc j'ai caché leur nom et malgré tout, tu avais raison. L'étudiante qui était en bas à droite, oui, heu, elle ne voulait pas qu'on la voie du tout. voilà. Et les autres, tout à fait enthousiastes à l'idée, d'apparaître. Donc là, vous les voyez vraiment, ça c'est comme ça qu'on a vécu les choses. Si elles avaient, une question à poser, pour avoir vraiment une belle image, effectivement, elles devaient couper leur micro. La majorité demandait à garder leur caméra pour pouvoir, me montrer leur réalisation en cours de route, que je vois qu'elles travaillaient, et donc ça, c'était, très sympa. Et c'est un petit peu comme pour les présentations aujourd'hui, enfin les présentations du jour, j'ai vraiment eu quasiment tous les étudiants étaient présents à chaque fois. Il y a vraiment que quelques étudiants qui avaient, des problèmes de connexion qui n'étaient pas présents. Et parfois, ils se retrouvaient, à 2. Alors, c'était pas comme ça que c'était prévu pour le coronavirus. Il y en a qui étaient encore en cote et qui se retrouvaient à 2 ou 3 dans le même cote pour, vivre ensemble, ces activités-là. Mais j'ai eu, un taux de participation qui était vraiment, tout à fait positif. Bien. Il est
Déjà presque 14 heures, mais on a quand même envie de pouvoir poser quelques questions. Donc, pour ceux qui ont peut-être un cours et qui doivent partir, pas de problème. De toute façon, l'enregistrement sera disponible. Mais ceux qui restent, voilà, on va quand même prendre quelques minutes pour questionner Nathalie. Alors, c'est là que je rentre en jeu. Donc, merci Oui, pour cette présentation. C'est vraiment super intéressant. Je vais d'abord commencer par poser la question de Madame Miller. Donc, en fait, vous avez déjà un petit peu répondu. Elle demandait, mais si vous avez 75 ou 80 étudiants, est-ce qu'ils ont tous leur micro et leur caméra allumés pendant la séance virtuelle? Vous avez bien précisé que les micros étaient fermés et que donc les caméras, la plupart laissaient leur caméra ouverte, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que en fait ils interagissent beaucoup ou est-ce qu'ils se contentent, c'est pas péjoratif, hein, mais est-ce qu'ils se contentent de faire leur petite expérience chez eux ou est-ce qu'ils essayent d'interagir beaucoup avec vous Ils, et peut-être entre eux aussi? ils essayent d'interagir beaucoup. Et ça, parfois, parfois c'était un petit peu lourd, mais ça, c'est dommage parce que j'ai pas pu faire de capture d'écran à ces moments-là, parce qu'à ce moment-là, quand ils interagissent et même entre eux, ils montrent, mais voilà, les bulles soufflées à l'encre, «Oh, ça ne marchait pas, ça fonctionnait pas» et donc il y en a qui montraient vraiment: «Regarde, regarde-moi, moi ça fonctionne comme madame Cavalier, j'y suis arrivée». Et donc, c'est vrai que ça leur donnait je pense que c'est pour ça aussi que ça leur a, convenu. Parce qu'ils avaient quand même encore, l'impression, d'avoir un échange, de se voir et ça a même aidé aussi pour les ateliers de formation professionnelle, pour les activités qu'on a construit, à l'école. Bah, les groupes, se sont faits aussi de façon assez, logique, ils étaient là pendant le cours en disant: «Oui, est-ce que je peux travailler, moi, Esther, tu viens avec moi, madame Cavalli, on peut, travailler avec qui on veut». Vous pensez bien que vu les circonstances de cette année, Mhm. oui, on les a laissés choisir, leur groupe, d'AFP. On n'allait pas en plus imposer, Ils ont appris à se connaître au travers de votre activité en fait. voilà, voilà. Ce qu'ils n'avaient pas encore, vraiment eu le temps de faire sur, le peu de temps qu'ils ont passé, au démarrage. Maintenant, après, mes collègues d'éducation psychomote et éducation musicale, bah, ont rapidement pu les récupérer en tout petits groupes. Mhm. Donc là, par petits groupes, ils se connaissaient mieux, mais c'est pareil, voilà, ils se connaissent bien par petits groupes, mais pour les échanges globaux, bah, ça, c'était un peu plus, compliqué. C'est à la limite se découvrir plutôt au moment des distanciels qu'au moment du présentiel. Ouais, ouais, ils ont dû s'adapter. On me pose aussi, enfin on vous pose aussi dans le chat, est-ce que vous utilisez Zoom comme moyen de classe virtuelle? Non, l'année dernière, c'était Zoom qu'on utilisait et puis, cette année-ci, bah, la haute école, nous a proposé, Teams, nous a formés à Teams et bah, du coup, ben, voilà, on a quand même du personnel performant. On a Christophe Laduron chez nous, on a Dorothée Pauls, on a quand même quelques personnes, bien précieuses et qui sont quand même volontiers à notre disposition, Frédéric Jeanneret. Franchement, à ce niveau-là, je peux dire que moi, j'estime avoir été bien encadrée dans ma volonté d'utiliser ces biais de communication-là. Parce que bon, bah, c'est sûr, j'ai 60 ans, peut-être que j'aurais pu, heu j'aurais pu dire: «Non, c'est pas pour moi», mais franchement, OK. Nathalie m'avait demandé si je faisais une animation sur, ma présentation. Je dis: non, quand même pas. Non, je ne veux pas faire d'animation, mais promis, je vais me mettre aux animations». Voilà. Et on nous demande par rapport à l'évaluation, comment vous avez fait? Est-ce que c'était aussi à distance? Est-ce que c'était sur le même principe que vos cours? L'évaluation, s'est faite à distance également. Ils avaient, une partie, de l'examen qui était, à préparer vraiment, vraiment à l'avance, mais ça Mhm. je peux montrer même, si oui? Je pense hein, que ça pourrait intéresser certaines personnes si ça ne vous prend pas trop de temps. Voilà, je peux refaire le partage d'écran, juste que je dois aller rechercher forcément, oups, mes documents, et c'est-à-dire sortir de là.
voilà. Je vais mettre enregistrer. Bon, que personne ne rit du bazar que… Voilà, ça va. Non, ça va. Je vais dire du bazar que je peux avoir. Voilà. C'est toujours un bon moment. Évaluation, voilà, ça c'était les évaluations pour les premières. Je vais en prendre une au hasard. Ils avaient… mon évaluation, je suppose qu'elle n'intéresse personne. Enfin, quoique. Voilà. L'évaluation, je vais montrer la réalisation de l'étudiante. Voilà. Ils Pour le avaient… moment, on ne voit pas, Nathalie. On voit pas? Non, il faut d'abord partager l'écran. Ok, je le remets en grand. Partager. Ah, j'ai oublié de mettre OK, pardon. Partager l'écran, voilà. Donc, ça, c'est au hasard, le travail d'une des étudiantes. Ils avaient un éléphant, donc ça, ils sont susceptibles de devoir préparer des activités où il faut exploiter un album avec les enfants. Donc, c'est un éléphant d'un livre, de la collection Écrit-Lire, dans laquelle je dessine. Donc, je fais de la pub en même temps, en réalité. C'est la communauté française, hein, donc je peux faire de la pub parce que j'ai aucun intérêt financier dans l'histoire. Donc l'éléphant était imposé, ils avaient eu accès à l'album où tout le décor de l'album est réalisé avec du déchirage collage. Et donc, ils savaient que pour le jour de l'examen, ils allaient devoir utiliser des techniques vues en classe, enfin à distanciel, en classe virtuelle, et recomposer une image complète. Bon, ça, c'est la partie vraiment pratico-pratique. Le jour de l'examen, l'éléphant, ils pouvaient le faire chez eux, comme ça, ils avaient quand même une partie plus confortable. Le jour de l'examen, ils recevaient le croquis de la composition du paysage dans lequel il fallait intégrer cet éléphant. Et ils avaient pu réaliser leur création de fond avant, chez eux, enfin oui, forcément chez eux, mais ce qu'ils devaient faire, c'était venir… Alors, on pourrait croire que c'est facile puisqu'ils ont accès au cours qui est sur Moodle. Donc là, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. C'est une bonne étudiante. Enfin, c'est réussi. Voilà, il fallait pour chaque technique utilisée, qu'ils redéfinissent la technique qu'ils avaient utilisée, qu'ils me mettent tous les éléments qu'on demande dans une préparation, donc les couleurs, les outils, les matières et les gestes techniques, donc le déroulement. Ils devaient le faire pour l'éléphant et à leur choix pour 3 des techniques qu'ils avaient utilisées. Donc, bah, vous voyez que, par exemple, je demande quand même, il fallait de la précision au niveau du vocabulaire primaire. J'ai fait des annotations, c'est un peu confus, toutes les gouaches par rapport… Ce qui est en orange, évidemment, ce sont mes corrections, mes évaluations et aussi l'orthographe. Mais là, c'est bien, quoi. Et du coup, oui, l'examen se passe à distance. Ils m'ont remis ce document-ci sur le Moodle. Et puis après, ben, il me reste à moi à évaluer. Ils ont reçu également la fiche d'évaluation. Ils la connaissent, donc voilà. Ils ont ce document-ci, ils l'ont, donc ils savent qu'on va évaluer les outils, les matières, la couleur. Je vais évaluer leur capacité de rédaction par rapport à l'exploitation. Moi, je complète après l'éléphant, ça j'aurais pu le mettre, c'était pour tout le monde. Après, je mets dans les cases les techniques que j'ai évaluées. Ils ont chaque fois un petit commentaire sur mon évaluation, pourquoi c'est 21 sur 30 et pas 24 sur 30 dans ce cas-ci, puisque c'est un bon travail. Et puis, il y a une évaluation plus subjective, évidemment, de la réalisation pratique et ne me dites pas que je suis dure, s'il vous plaît. Ben voilà, ça, c'est le côté subjectif total. Mon avis. Lisibilité esthétique, là, pas très original. Une moyenne de 6 sur 10, ça fait 24 sur 40. Mais en soi, voilà, j'en ai qui ont réalisé des choses qui étaient très esthétiques, mais qui, au niveau de l'exploitation de la théorie, le transfert de la théorie, n'est pas correct. Donc, j'en ai
enfin bon, on va pas toutes Les les travaux, il les faisait en direct avec il la était là. webcam devant vous? Ils devaient, c'était pendant la durée, ils étaient présents, mais là, ils étaient, enfin oui, tous là, tous, Ah, toutes, donc c'était en donc ils présentiel. étaient 74 à présenter l'examen et ils étaient tous connectés et de temps en temps, je demandais à c'est moi qui leur demandais, «Bah, Nora, tu veux bien mettre ta caméra, me montrer où tu en es?» Voilà, c'était, ouais, au fur et à mesure, vraiment à chaque fois, il y avait, des petits pics, mais là, ils étaient trop nombreux que pour pouvoir tous, mettre leur caméra, même et de toute façon, il y en a qui savent pas mettre leur caméra, mais là, je demandais et puis parfois ça arrivait que certains étudiants me disaient: «Ben non, moi ma caméra ça ne va pas». Mmh. Et donc Le taux de réussite de l'examen est à peu près similaire, oui franchement, les résultats sont assez similaires à ce qu'on vit ordinairement, quand le cours se donne totalement en présentiel. OK. Et Avec même des réussites, au niveau de la théorie pure, de leur capacité à transférer. Mais là, évidemment, un peu plus difficile de juger. Les écrits étaient globalement de meilleure qualité, mais en soi, bah, ils avaient accès, au Moodle. Enfin, ils pouvaient, regarder, les notes du cours. Donc ça, je sais pas trop. Mais j'ai des échecs. Même avec un accès, libre aux cours, j'ai quand même, le même nombre d'échecs que quand je donne le cours en présentiel de façon ordinaire et pour, les mêmes raisons, vraiment dans la théorie, pour des choses qui ont aucun sens, où elles font des erreurs et je leur dis: «Vous vous rendez compte, enfin comment vous pouvez mettre que du bleu cyan et du rouge magenta, ça fait du vert?» mais non quoi, enfin je sais pas, donc vraiment, je suis, honnêtement, moi, je suis contente de la façon dont ça s'est passé et les étudiants aussi. Ils apprécient beaucoup moins les ateliers de formation professionnelle en distanciel. Ça, par contre, ils digèrent pas du tout et là, on vient de devoir les faire parce que le collègue avec qui j'étais mise, en parallèle, est à Sofia en train de faire une exposition. Alors, c'était difficile pour lui d'être en présentiel, mais il avait oublié de prévenir. Donc, et là, clairement, là, par contre, c'était hier et les étudiants m'ont dit, «Ah non, madame Cavalier, pas les AFP en distanciel quand même!» et je leur ai dit: «Non, non, non, vous inquiétez pas. C'est juste une fois comme ça, c'est la faute à pas de chance, mais non, ça va aller». et par rapport au matériel, est-ce qu'ils avaient tous le matériel? Ouais. Parce que je suppose que quand c'est en présentiel, c'est l'école qui fournit le matériel ou c'est eux qui doivent le fournir aussi? C'est eux. L'école fournit le matériel pour les ateliers de formation professionnelle. Pour le Mmh. cours d'éducation plastique, ils ont reçu la liste de matériel, ils l'ont, bah, je ne veux pas dire quasiment quand ils s'inscrivent à l'école, mais à peu de choses près, oui, c'est la première chose que je leur communique. Mais c'est le matériel qu'ils trouveront dans les classes de maternelle, hein. C'est pas des encres à dessiner de la marque Ecoline, et c'est pas de la gouache Winsor et Newton. Donc, et ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, quand ils préparent leur stage, bah, ils ont absolument besoin d'avoir chez eux le matériel que les enfants de préscolaire utiliseront pour leurs activités. Donc, OK. ça, tout ce que je leur proposais, évidemment, est absolument réalisé et exclusivement avec le matériel qu'ils ont dû acquérir, le 18 septembre, dont ils ont eu la liste le 18 septembre. Je ne peux pas faire de publicité, de préférence chez Virou à Auvelais. Mais bon, voilà, il y a aussi des magasins qui sont un peu plus chers, donc je ne leur dis pas comme ça. Je leur dis: «Bah, voilà, vous devez aller dans un magasin qui fournit les écoles, pas les académies artistiques, les écoles primaires et préscolaires». Voilà, donc OK, ça, pas de problème. merci. Je pense que j'ai fait le tour du chat. Je ne pense pas en avoir,
loupé? Ont-ils remis sous forme de traces photographiques? De toute façon, ils devaient prendre des photos de leur composition pour mettre dans le rapport, puisqu'on a vu Oui, des photos dans le rapport. bah oui, hein, comme j'ai montré. Eh Oui. bien, je crois que j'ai fini mon job. Nathalie, je te rends l'antenne. Merci beaucoup, Catherine. Moi aussi, Nathalie, j'ai fini mon job. Oui, merci Nathalie et merci aussi à Karine pour son intervention avant. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Désolée pour ce petit décalage au niveau de l'horaire, mais c'était intéressant de pouvoir aussi poser quelques questions à Nathalie. Eh bien voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et j'espère vous revoir nombreux le 8 mars pour le prochain rendez-vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci.